Si tu es dépendant affectif, tu sais probablement de quoi je parle aujourd'hui. Tu vis comme dans une espèce de prison de verre. Un machin qui fait que tu as un mal interne. Tu te sens jamais réellement bien. Tu peux être en couple, au début ça se passe bien, et puis après ça, tu vas sentir comme un manque d'amour. Ou alors, tu es seul et c'est insupportable. Certains dépendants affectifs peuvent même être réellement célibataires et quasiment heureux, mais ils savent que s'ils se mettent en couple, ce sera compliqué par la suite. Cette prison de verre, elle peut te bouffer la vie. Elle peut rendre chaque relation humaine insupportable. On parle d'amour, bien évidemment, mais dans d'autres domaines, c'est pareil. En amitié, la peur de perdre nos amis. Dans le travail, la peur de ne pas être validé. Et ta vie entière est dictée par cette dépendance affective. Quoi que tu fasses, c'est toujours dans un seul but, ne pas être rejeté. Alors, peut-être que tu me diras aujourd'hui, Antoine, je n'ai pas vraiment ça. Je sais le gérer. Et puis, une fois par jour, une fois par semaine, ça va arriver. Tu vas faire cet acte juste pour ne pas être rejeté. Tu vas renvoyer ce SMS pour ne pas perdre des amis. Tu vas demander un peu plus d'amour à l'autre. Mon objectif aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de te faire comprendre ce que tu vis et comment faire pour s'en sortir et te libérer de tout ça. Si tu es dépendant affectif, j'ai une bonne nouvelle. C'est pas parce que tu es trop, c'est pas non plus parce que tu n'as pas assez d'amour. C'est pas non plus parce que tu manques de volonté. Si tu l'es aujourd'hui, c'est parce que ton cerveau a compris que pour ne pas perdre l'autre, il fallait que tu t'oublies. Je me revois un jour assis sur ce canapé, face à ma compagne de l'époque, et je me revois un peu comme, des fois dans certaines situations, on s'extrait de son propre corps. C'est-à-dire qu'on se voit dans le ridicule dans lequel on est. Quand j'étais tout jeune, je me souviens, j'avais 18 ans, je pars en boîte de nuit, et je voulais absolument avoir une copine, embrasser quelqu'un. Et je me vois partir vers cette femme-là, lui proposer de lui payer un verre, ce qui était complètement ringard, vu qu'il était 4 heures du matin, vu que tout le monde était déchiré dans cette boîte de nuit. Et je me revois comme de l'extérieur ridicule. Et là, longtemps après, 20 ans après, je me revois sur ce canapé, et au moment où je dis cette phrase, j'ai la même sensation qu'en boîte de nuit quand j'avais 18 ans. Je me vois comme avec une forme de pitié, pitoyable, c'est ça. Je me revois en train de supplier cette femme de rester avec moi, en train de lui dire que tout pourrait s'arranger, alors que de manière évidente, rien ne s'arrangerait. Dans mon langage du corps, je suis vers elle, je tends les bras, je lui dis que tout ceci, on peut bosser dessus, on peut comprendre ce qui se passe dans notre couple, on n'a pas forcément besoin de déménager chacun, de se séparer pour toujours, que ça fait quand même des années qu'on est ensemble. Elle n'a pas la même posture que moi. Déjà, elle n'a pas la même posture physiquement. Elle a les bras croisés. Elle me regarde. Et son corps va un peu en arrière. Je parle beaucoup, elle parle peu. Et comme si j'étais quelqu'un d'autre, comme dans un jeu vidéo, comme si je me voyais du dessus, je me dis, je suis pitoyable. Et je me dis autre chose. Je me dis, waouh, j'aimerais bien être cette femme. Pas pour changer de genre. J'aimerais bien être cette femme parce que elle a la chance d'avoir un homme comme moi qui supplie, qui est prêt à tout faire, qui est prêt à donner beaucoup d'amour. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'aimerais bien être évitant. Alors, ça dure quelques secondes parce que ton cerveau prend le relais, te dit que tu sois dépendant affectif ou que tu sois évitant. Le résultat est le même, il est pas dingue là-dedans. Mais je me disais, j'aimerais bien être cette personne à qui on veut offrir tout cet amour. Si vous suivez ma chaîne, vous êtes comme moi, vous devez comprendre ce que je dis. Je pense que d'autres ne comprendraient pas ça. Je me dis, je devrais trouver quelqu'un qui soit dépendant affectif. Quelqu'un qui soit capable de me donner tout l'amour que je veux. Parce que si j'ai tout cet amour, si quelqu'un se bat pour moi, alors je serai résolu. À ce moment-là, mon cerveau qui avait déjà fait une première pause sur le fait de se dissocier et de me voir pitoyable, puis une deuxième pause en me disant que j'aimerais être attachement évitant, puis une troisième pause sur le fait que j'aimerais bien avoir une compagne qui soit dépendante affective, fait une quatrième pause. En fait, ce genre de relation, on m'a donné beaucoup d'amour, j'en ai déjà eu. Et au passage, je les ai déjà fuis. T'as dû connaître ça. Ce genre de relation amoureuse où on te donne plein d'amour. Et on pourrait se dire que quand on est dépendant affectif, recevoir plein d'amour, c'est chouette. En réalité, non. Ça te fait fuir. Mon cerveau était en bug total et j'ai commencé à bosser sur moi. Et je suis parti un mois seul dans un Airbnb pour apprendre ce que ça faisait que d'être seul.
et pour me guérir de ce mal qui me rongeait depuis des années, de cette prison de verre, de la dépendance affective. Alors comment j'ai guéri de ça? Comment j'ai appris à vivre avec ça? Comment j'ai appris à réduire les symptômes? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui parce que peut-être que c'est ce qui va t'arriver aussi. Peut-être qu'aujourd'hui tu es dépendant affectif et que tu en as marre que chaque décision de ta vie soit dictée par cette dépendance. Que cette prison de verre autour de toi, autour de ton cerveau, autour de ta tête explose enfin pour que tu sois enfin libre, pour que tu prennes enfin des bonnes décisions sans forcément devoir plaire à l'autre. Et avant d'aller plus loin, si tu le souhaites, il y a un quiz dépendance affective juste sous cette vidéo. J'ai mis plein de ressources juste après le quiz, gratuites. Et tu as aussi l'accès, si tu le souhaites, aux personnes qui bossent avec moi dans mon équipe. Alors revenons en arrière, comme dans une machine à remonter le temps. D'où vient cette dépendance affective qui te ronge peut-être aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle a été créée? Est-ce que tu es né comme ça? Est-ce que ce nourrisson qui sort du ventre de sa mère est dépendant affectif? On ne naît pas dépendant affectif, on le devient. Ça commence parce qu'il y a ce qui s'appelle un danger émotionnel qui a été créé 99 chances sur 100 par tes parents. Je ne les critique pas, ils ont peut-être même fait ça sans le vouloir, ou c'est peut-être même des circonstances de leur vie quotidienne qui font qu'ils t'ont transmis ça. John Bowlby, que tu as dû déjà voir écrit dans d'autres vidéos, parce que c'est le père de la théorie de l'attachement, parle de ça. Un enfant ne cherche pas à tout prix l'amour, même s'il en a besoin. Ce qu'il cherche, c'est la sécurité. Donc si jamais tu avais des parents qui étaient absents émotionnellement, ta mère peut être présente sur place, mais détachée émotionnellement, détachée de tes propres besoins affectifs. Par exemple, ta mère vit une rupture, vit une perte d'emploi, vit une dépression, elle n'est pas concentrée sur toi, sur répondre à tes besoins émotionnels, elle est concentrée sur autre chose. L'enfant apprend, je ne suis pas suffisant, je dois en donner plus. La manière dont je me comporte n'est pas la bonne, je dois être par exemple plus gentil, plus sage, je dois attendre la validation de ma mère pour qu'elle me donne enfin un peu d'amour. Ça peut être aussi des parents qui sont imprévisibles, ou des parents qui sont absents physiquement. T'as un père ou une mère qui bosse beaucoup, qui n'est jamais là, tu n'as pas la figure d'attachement. Et entendez-moi bien, je ne veux critiquer personne aujourd'hui. Tes parents ont fait du mieux de ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient à l'époque. Au passage, tu remarqueras que dans une même famille, tu peux avoir par exemple 3 enfants qui sont dépendants affectifs, ou tu peux en avoir un seul, par exemple celui du milieu. Parce que à ce moment-là, le parent en question n'était pas présent, soit physiquement, soit psychologiquement. Donc, tu as été construit dépendant affectif, ce n'est pas une pathologie, c'est une adaptation de survie. Tu te remets dans ce corps d'enfant qui avait 4 ans, 6 ans, 7 ans à l'époque, et en tant qu'enfant, t'attendais un regard, t'attendais une voix, une présence, t'attendais que tes parents te prennent dans les bras. Parfois tu l'avais, parfois tu ne l'as pas eu. Alors en tant que petit enfant, en tant que petite fille de 7 ans, en tant que petit garçon avec ton train électrique, en tant que petite fille avec tes poupées, tu avais développé des stratégies. Si ma mère ne m'aime pas, c'est que je ne suis pas assez sage. C'est que je dois être plus gentil. C'est que je dois avoir des meilleures notes à l'école. Peut-être que tu as réussi, peut-être que tu as eu des super notes à l'école. Et tu es rentré fier le soir. Maman, regarde, il y a... C'est le pire papier de ma vie sur le dépistage colorectal. Parce que j'arrive sur ma cinquantaine dans un mois, les amis. Admettons, tu sais pas, ce vieux mec de 50 ans, t'es un enfant de 7 ans, tu arrives et tu dis, maman, regarde ce que j'ai eu une super note, j'ai eu un bon point, et t'as réussi, et t'étais fier, t'as montré ça à ta mère a fait, oui, génial, ok, parfait. Pas avec l'amour, pas en te prenant dans les bras, pas avec la récompense que t'aurais estimée à 7 ans étant la bonne récompense, un peu moins. Ou alors en même temps, ta mère pensait à son divorce, ou à un problème à son travail, ou à sa dépression, ou encore ton père avait une relation avec la secrétaire, et du coup, au lieu que ta mère qui te regarde toi, ton père qui te regarde toi, t'avais ton père qui regardait la secrétaire et ta mère qui regardait ton père, en fait. C'est-à-dire que toute l'équation du dessus était concentrée sur autre chose. Peut-être que t'as pas eu des bonnes notes, et que tu t'es dit, c'est de ma faute. J'ai pas été suffisamment bon là-dedans. J'aurais dû avoir des meilleures notes et tu t'en es voulu encore plus. Et du coup, t'as eu encore des notes pires qu'avant. T'as peut-être aussi développé des stratégies pour être plus utile. Maman, je vais t'aider. Papa, t'inquiète pas. Je suis là pour toi. Peut-être que t'as quémandé un peu d'affection, un peu d'amour. Peut-être que c'est l'un, le père. Peut-être que c'est l'autre, la mère. Peut-être même que c'est les deux en réalité. Souvent, quand l'un des deux ne donne pas assez,
l'autre non plus. Parce que ça marche par binôme, un couple. Je ne t'apprends rien aujourd'hui. Peut-être aussi que tu as anticipé l'humeur des parents. Papa a l'air fâché, je dois faire extrêmement attention. Tu avais besoin de cette validation externe et donc du coup tu regardais complètement comment est-ce que l'autre réagissait pour adapter ton comportement. Ton bonheur, on t'a pas appris à l'avoir en interne, t'as appris à l'avoir en externe. Je dois faire plus, je dois me comporter différemment. Un enfant ne se dit jamais « mes parents ont un problème ». Un enfant ne se dit jamais « mon père sort avec la secrétaire ». Un enfant ne se dit jamais « ma mère est dépressive ». Un enfant ne voit pas ça. Un enfant se dit « je dois changer, je dois me comporter différemment ». Un enfant est une machine à apprendre et une machine à répondre. Et c'est là, mes chers amis, que sont nées votre dépendance affective. L'amour est devenu quelque chose qu'il faut mériter. Si ça t'a fait rire jusqu'à présent, peut-être que le 3e paragraphe te fera un petit peu moins rire. Malheureusement, ton cerveau a été conditionné. Ton cerveau a été recablé différemment. Et pas qu'un peu, en fait. L'amygdale, par exemple, dans le cerveau, c'est le centre de la peur, mais c'est aussi le centre des émotions. Et il s'active un peu trop lorsque, par exemple, aujourd'hui, un SMS tarde à arriver. T'as envoyé à 18h, est-ce qu'on se voit bien ce soir ? À 19h, pas de réponse. Là où une personne normale serait un tout petit peu énervée, mais passerait à autre chose, toi, ta réaction, elle est différente. Elle est beaucoup plus grosse. T'es beaucoup plus inquiet. J'ai dû faire quelque chose qui n'allait pas. J'ai dû dire quelque chose qui n'allait pas. Je dois me comporter différemment. Si ça se trouve, je suis rejeté. T'as une boule au ventre. T'es comme oppressé. Tu te sens pas très bien. Attention, ça reste vivable. T'as les mêmes émotions que tout le monde, mais en plus dans ce genre de domaine. Tu te dis que tu n'as pas été suffisant et que c'est probablement pour ça qu'on te rejette encore une fois, qu'on ne te donne pas ce fameux lien affectif. Là où une personne classique se régule de l'intérieur, tu te régules de l'extérieur. Et j'ai une image qui va peut-être te parler. Dans le cerveau, il y a réellement des chemins neuronaux. Je simplifie à l'extrême. Des neurones qui se suivent et qui font des espèces de routes. L'image marche pas mal. Et il y a certaines routes qui sont des autoroutes 2 fois 3 voies. C'est des grosses autoroutes. Celles qui s'activent par la peur, celles qui s'activent quand il y a du rejet, etc. Et tu as des tout petits chemins qui, eux, sont sains mais qui sont moins empruntés. Et l'idée, à la fin de la thérapie, c'est que tu aies ces grosses autoroutes de la peur qui se diminuent lentement avec le temps, qu'on pourrait même observer au microscope, si tu regardais dans ton cerveau, que ces 2 fois 3 voies deviennent juste des petits chemins boueux qu'on utilise peu, et que les petits chemins qui étaient peu utilisés deviennent des autoroutes. Et si t'as pas aimé le 3e paragraphe, le 4e, tu l'aimeras pas non plus, parce qu'on arrive dans le cercle vicieux. Au tout début, tu rencontres quelqu'un. Au début, tu te sens bien, t'es vivant, t'es rassuré, t'es vu. On parle de la phase de lune de miel, qui a lieu dans chacune des relations quasiment. Là, ça se passe bien, c'est chouette. T'envoies plein d'amour, l'autre t'en envoie des tonnes. Tout ton système nerveux est rassasié. Un peu comme si t'étais dans le désert et que t'avais eu soif pendant des années, que tout d'un coup, il pleuvait à torrents. T'as plein d'eau, ça y est, tu te sens bien. Comprends bien que ce qui te calme à ce moment-là, c'est pas de l'amour sain, c'est le fait qu'on t'en envoie plein. Donc on parle de régulation émotionnelle externe. L'autre vient enfin compenser tout ce qui te manquait en toi. Et puis il y a 3 cas de figure. Commençons par peut-être le plus dérangeant. L'autre en face de toi est aussi dépendant affectif. L'autre continue de t'envoyer plein d'amour. Tout d'un coup, ça ne correspond plus à ton schéma d'enfance. C'est trop. C'est comme si dans ce désert, il pleuvait non-stop. Au bout d'un moment, tu dirais, là, ça va, les bottes dans le désert, ça suffit, j'avais pas prévu de faire une arche de Noé, là, c'est beaucoup, là, il faudrait que ça s'arrête. T'es pas habitué à ça, tu sais pas comment ça fonctionne, tu réagis mal. On s'attache non pas à ce qui est bon pour nous, on s'attache à ce qui est connu. Et toi, en l'occurrence, ce qui est connu, c'est le fait qu'on t'en donne très peu. Donc si l'autre en face de toi est dépendant affectif et t'abreuve de tout ça, tu te retrouves dans lui par miroir, ça t'agace, c'est beaucoup trop, tu veux autre chose et tu risques de partir. Il y a son pendant qui est l'évitant. L'évitant qui au début est dans cette phase de lune de miel, qui t'en envoie plein et qui après ça t'en enverra très peu. Avec ce profil-là, ça va bien matcher. Attention, tu seras pas heureux, mais
T'es dans un schéma qui est connu. T'es une femme, ton père te donnait peu d'amour. Cet homme-là, 20 ans, 30 ans, 50 ans après, te donne peu d'amour, exactement comme papa. Ça me fait mal, mais je suis dans un terrain qui est connu. Troisième cas de figure, un peu plus compliqué, l'autre en face de toi, un attachement qui est dit équilibré. Et là, accroche-toi bien, en fonction de ton niveau de dépendance affective, tu peux tout casser. Par exemple, tu peux lui en demander trop. L'autre en face de toi, au bout d'un moment, va se fatiguer. Il t'envoie un SMS, mais pas assez vite. Il te donne de l'amour, mais pas assez. Et tu finis peut-être, parfois, par bousiller cette relation amoureuse parce que tu es trop en demande. Tu demandes beaucoup de signes d'affection, tu demandes des SMS plus réguliers, tu demandes que l'autre soit toujours présent, l'autre se fatigue en face. Et tu as pris cette personne avec un attachement équilibré et tu l'as transformée en évitant, au sens figuré. Il en a marre, t'en demandes trop, il n'arrive plus à respirer, tu l'étouffes, t'es tout le temps sur la relation. L'autre te dit, c'est bon, on va passer à autre chose. Et t'es en train de revivre la même chose comme une espèce de prophétie auto-réalisatrice. T'es en train de recréer un évitant, exactement comme ce que tu connais, exactement comme ce que t'aimes bien, même si ça te détruit. Et c'est ce qui fait que, quel que soit le profil psychologique de l'autre, tu peux vivre comme une espèce de malédiction, comme si une fée avait été au-dessus de ton berceau et t'avait dit « Toi, tu seras dépendant affectif. Toi, toutes tes relations amoureuses, tu vas les bousiller. » Pourquoi est-ce que tu restes même quand ça te détruit ? Tu l'as compris en principe. Parce que ton cerveau préfère une douleur connue plutôt qu'une relation saine qui serait inconnue. Un client m'appelle il n'y a pas longtemps, 55 ans, et me dit « Voici ce que je vis depuis 10 ans en couple. » Et rien qu'aux quelques premières phrases, tu sais que sa relation est complexe et tordue, réellement. Et ça fait 10 ans que c'est complexe et tordu. 10 ans que sa femme lui dit « J'en ai marre, tu me bouffes trop mon air, t'es trop collant, je n'en peux plus, fais quelque chose, agis. » Et je lui explique que c'est anormal qu'il se sépare tous les 15 jours depuis 10 ans, qu'en effet, il faudrait qu'il bosse sur lui pour être dans une relation saine. Et il me dit « Antoine, je ne sais même pas ce que c'est qu'une relation saine. Toutes les relations que j'ai vécues ressemblaient exactement à ça. » La solution arrive lorsque tu comprends que tu ne cherches pas la bonne personne, tu cherches un état interne. Ton bonheur dépend de la validation de l'autre. Si tu es dépendant affectif, si l'autre est heureux, je serai heureux. Si l'autre m'envoie plein de messages d'amour, je serai heureux. Si l'autre me valide, je serai heureux. C'est ça, la validation externe. Mon bonheur interne dépend de l'autre. Et la solution à la dépendance affective arrive le jour où ton bonheur ne dépend pas d'une validation externe, mais dépend d'une validation interne. Le bonheur est en moi. Si par exemple tu as un oiseau dans la main et que tu le retiens de s'envoler et que tu le serres fort, ça n'ira pas. Si jamais, lorsque cet oiseau s'envole de ta main, tu te retrouves à pleurer pendant 10 heures parce que l'oiseau est parti, ça ne va pas. Tu devrais avoir un bonheur interne et que cet oiseau vienne se poser dans ta main ou qu'il s'envole, ça ne devrait pas changer ton bonheur interne. Je vais vous donner 3 solutions qui sont les prérequis pour la 4e. Et à mon sens, c'est la 4e qui est la plus forte. Première chose, apprendre à différer l'urgence. On ne t'a pas appris, quand tu étais jeune, que souffrir était normal. Par exemple, quand tu as mal à une dent, quand tu as une carie, on t'a appris que si tu souffres, c'est qu'il faut agir. Dans le cas de la dent, quand tu as mal à la dent, tu dois aller voir un dentiste. Alors qu'en réalité, certains maux ne doivent pas être traités. Certaines douleurs sont normales. J'ai peur que l'autre me déteste parce qu'il ne m'a pas envoyé d'SMS alors qu'il aurait dû me répondre, c'est normal. Je peux voir cette douleur arriver en moi, je peux aussi la voir repartir de moi. La seule différence, si je suis dépendant affectif, c'est qu'au moment où cette douleur arrive en moi, plutôt que de la laisser me traverser et repartir dans les quelques secondes, je vais l'internaliser, je vais l'amplifier, je vais la réfléchir et je vais me créer des scénarios dramatiques. Je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas ma pensée. Une pensée peut arriver, elle peut aussi repartir. Si j'en fais un scénario catastrophe, c'est pas très grave, mais je peux respirer, ne pas agir et juste accepter cette douleur temporaire. Je te parle de ça aujourd'hui parce que tu n'as pas 7 ans. Un enfant de 7 ans ne le sait pas ça. Il souffre, il veut que ça se résolve. Si aujourd'hui tu as 30, 40, 70 ans, tu as cette douleur, j'ai confiance en toi, tu peux la supporter.
Tu peux même t'autoriser à faire un scénario catastrophe, c'est pas grave. Mais on respire et on mettra un tout petit délai. On va mettre par exemple 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes avant d'agir. Peut-être même 1 heure, peut-être même 3 jours. Par exemple, plutôt que de faire un scandale le lundi, un autre le mardi, un autre le mercredi, etc., sur des événements qui sont temporaires et qui sont résolus souvent juste un peu après, si ça se trouve l'autre ne t'a pas appelé parce qu'il n'y avait pas de batterie dans son téléphone, je peux me dire, je ferai un bilan au bout de la semaine. Je vais voir comment est-ce que l'autre se comporte sur une semaine entière avant de me décider, avant de dire quelque chose. Si déjà tu fais ça, c'est déjà énorme. Deuxième stratégie que tu peux faire, recréer une base interne. Ça, je l'ai beaucoup lu. Chez moi, ça marche moyennement. Ceci dit, je ne peux que vous le remettre parce qu'on le retrouve dans chaque livre qui parle de ça aujourd'hui. Faire des routines, respiration, méditation, c'est retrouver son calme à l'intérieur. Le troisième point, c'est apprendre que je peux vivre sans l'autre. Je l'ai dit tout à l'heure que je suis parti 1 mois en Airbnb. Qu'est-ce que j'ai appris à mon cerveau en technique comportementaliste, en TCC? J'ai appris à mon cerveau que même si demain je me retrouve seul, sans amis, sans couple, sans famille, je peux très bien survivre. Je peux me réancrer dans le sentiment que j'ai eu au bout de 30 jours tout seul dans ce Airbnb. Je peux survivre seul. Et le quatrième point, qui à mon sens est le plus important, c'est qu'un dépendant affectif a toute sa vie qui est construite autour du fait d'être validé par l'autre. Et l'amour devient numéro 1 dans sa pyramide mentale. Si je te pose la question aujourd'hui de quelles sont tes priorités, qu'est-ce que tu as en numéro 1 dans ta vie? Peut-être que tu me répondras que l'amour est numéro 1. C'est souvent ce qui nous manque, qu'on met en numéro 1 dans sa vie. L'amour, tu as peut-être des enfants qui arrivent en numéro 2, peut-être ton travail numéro 3 dans cette pyramide, et puis peut-être que toi, tu arrives en numéro 4 ou 5. L'idée, c'est de te prendre toi, de te mettre en numéro 1 dans ta vie, et de basculer l'amour en numéro 2. Peut-être même en numéro 3. Il y a peut-être toi, tes enfants, ton travail, ta santé mentale, physique, le sport même. Peut-être que l'amour n'arrive qu'en numéro 4. C'est baisser la priorité de l'amour. Ce n'est pas l'enlever complètement de sa vie, ce n'est pas devenir froid, c'est le remettre juste au bon endroit. Si jamais je me fais quitter demain, je survivrai. Parce que j'ai tous les autres éléments de la pyramide qui sont au-dessus. Je te laisse définir toi-même où se place l'amour dans cette pyramide. Mais une chose est certaine, c'est que chaque décision de ta vie devrait commencer par moi, 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 moi et moi. Oui, c'est égocentrique, oui, c'est égoïste, mais c'est de l'égoïsme sain. C'est ça l'égoïsme. Penser à soi en premier. Et là, je te parle depuis le début de retrouver ton bonheur à l'intérieur. Que ton bonheur ne dépende plus de celui des autres. Voilà mes amis. Comme dans chaque problème de vie, il y a des pourcentages. Quand on dit qu'une personne est dépendante affective, elle l'est plus ou moins. Il y a un quiz en dessous pour savoir à quel point, à quel niveau vous êtes dépendant affectif et vous trouverez ce lien juste en dessous. Si on l'est un peu, peut-être plus facile à résoudre. Si on l'est beaucoup, c'est peut-être un peu plus compliqué. Rappelez-vous que ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème de conditionnement. Donc il va falloir déconditionner cette dépendance affective pour arriver doucement à un style d'attachement équilibré, le plus équilibré possible. On arrive à la fin de cette vidéo et je garde ça pour la fin parce que là on est sur de la croyance personnelle et non pas sur de l'étude scientifique. J'ai longtemps cherché à avoir moi-même cet attachement équilibré, attachement normal, attachement sain. Et j'ai cette conviction qu'il y a quelque chose de compliqué à se déconditionner complètement d'un style d'attachement qui a été créé pendant des années, pendant notre jeunesse. Et aujourd'hui, ce que je vise pour moi, ce n'est pas d'être dans un attachement qui soit complètement équilibré, mais c'est de s'en approcher le plus possible. J'accepte, et peut-être que dans 3 ans, je vous dirais que cette vidéo était fausse, la fin de cette vidéo était fausse, et que je penserais différemment. Mais j'accepte d'avoir encore des légers traits de dépendance affective, et de ne pas être perfectionniste jusqu'à m'en vouloir si je n'arrive pas à être complètement attachement équilibré. En gros, on fait au mieux. Chaque pas qu'on fait pour s'en sortir, même un petit pas, c'est chouette. Admettons que vous soyez dépendant affectif à 80%. Si demain vous ne l'êtes plus qu'à 70% ou à 50%, génial. Vous aurez déjà complètement changé de vie en étant 10 ou 20% moins dépendant affectif qu'avant. Vivre une vie entière dans le regard de l'autre, dans la validation de l'autre. Maintenant, tu comprends de quoi je parle. Dans l'attente de ce qu'on va me donner. C'est une prison. C'est une vie de prison. Et arriver à s'en libérer, c'est pouvoir respirer enfin.
Je prends mes décisions pour moi. Au passage, tu verras que ça change beaucoup de choses dans ta vie. Ça change beaucoup d'amitiés qu'on avait avant. Ça change aussi beaucoup de relations amoureuses. Ça change même la relation à sa famille. Tu es enfin libre. Et tu vas voir que doucement, ton cercle d'amis va transitionner vers d'autres gens qui seront aussi libres comme toi. Tu auras des relations plus saines. Tu risques de perdre du monde dans l'équation. Tu risques aussi d'en gagner dans d'autres domaines. Je dis pas que si tu es en couple aujourd'hui, même marié, que tu quitteras ton mari ou ta femme. Non, non. Je dis juste qu'il y a des pans entiers de ta vie qui font que tu es peut-être aujourd'hui plus attiré, en amitié par exemple, par des gens qui sont des validations, et que demain ce sera plus important. Donc tu pourras t'orienter vers des gens qui te ressemblent plus. J'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.